Bienvenue à bord de notre safari galactique à la recherche de vie extraterrestre. Notre destination, l'univers. Les créatures que nous allons rencontrer sont issues de la compréhension scientifique de la nature, de l'évolution. Gardez contact pour briefing vidéo. Never before has the screen reached such heights of excitement, breathtaking spectacle, hair-raising terror. Love-hungry spacemen come to seize our women that their dying race may live. Le problème, c'est qu'on invente des extraterrestres avec un nez, une bouche, un visage semblable au nôtre, parce que sinon personne ne les reconnaît. On n'identifie pas une créature si on ne voit pas de visage. Explode the bomb. Cette forme humaine qui s'est développée chez nous, il est peu probable qu'on la retrouve sur une autre planète, même très semblable à la Terre. Surely now you will declare war upon the Earthmen. Les créatures extraterrestres ont toujours eu très mauvaise presse dans la science-fiction, parce qu'elles sont toujours une menace. D'une certaine façon, elles sont un reflet de nos angoisses sur nous-mêmes. Un extraterrestre vraisemblable suppose d'inventer un environnement dans lequel il a pu évoluer et aussi toutes les autres créatures qui l'entourent. Il serait sans doute préférable de représenter l'extraterrestre comme un Dalek. Il est différent de nous. Il n'a ni yeux ni jambes, car il vient d'une planète dont la surface est toute plate. Et il n'a nul besoin d'enjamber des pierres, des rochers, etc. Nous sommes devenus très exigeants. Nous voulons une vraie écologie et quelque chose qui marche. On ne veut plus de planètes avec de l'oxygène mais sans vie, ou avec des plantes mais sans animaux. On veut quelque chose qui soit conforme aux connaissances géologiques et astronomiques de Monsieur Tout-le-Monde. Et on ne peut plus s'en tirer avec une biologie simpliste. Coding them to lure men into the den of bloodthirsty moon monsters. Ce qui m'intéresse, ce sont les vrais extraterrestres, ceux qui me paraissent à moi crédibles. Pour beaucoup, nous ne connaissons qu'un seul exemple d'évolution, celui de la Terre, et nous ne pouvons donc en déduire ce qu'on pourrait découvrir sur d'autres planètes. Mais c'est une erreur, car sur Terre, durant toute l'histoire de la vie, certains phénomènes se sont produits à de nombreuses reprises. D'innombrables créatures ont inventé le vol. Les insectes, les oiseaux, les chauves-souris. Toutes volent, mais à leur manière, et aucune ne descend d'une seule espèce qui aurait inventé le vol. Toutes l'ont inventé par elles-mêmes, tout comme la fourrure sur l'abeille ou sur la souris pour leur tenir chaud. Voilà une autre invention. Si l'évolution sur cette planète devait reprendre à zéro, les mêmes phénomènes se reproduiraient, sauf que ce ne seraient plus les oiseaux et les chauves-souris qui voleraient, mais d'autres créatures, et d'autres qui se couvriraient de fourrure. Autre exemple, les yeux. D'innombrables espèces ont développé des yeux, mais toutes n'ont pas les mêmes, loin de là. Les coquilles Saint-Jacques sont dotées d'yeux sur le pourtour de leur coquille, ce qui leur permet de voir tout autour d'elles. Les insectes ont de merveilleux yeux à facettes. Quant à ceux de la pieuvre, ils ressemblent singulièrement aux yeux des vertébrés, donc aux nôtres. Mais tous ont inventé les yeux indépendamment les uns des autres.
C'est ce que j'appelle des universels, c'est-à-dire des phénomènes qui se reproduiraient chaque fois si le cycle de l'évolution recommençait sur Terre. Et si on trouvait une autre planète aqueuse dans l'univers, on noterait ces mêmes phénomènes, mais sur des créatures complètement différentes. Pour observer l'étonnante variété de formes possibles de vie, allons voyager dans le temps. La Terre, il y a 530 millions d'années. Pour trouver des extraterrestres sur Terre, la première chose à faire serait évidemment de remonter le temps et étudier les fossiles des premiers animaux marins. L'un d'eux est un immense prédateur baptisé Enomolocaris. L'avant de cet animal était équipé d'une paire de grands appendices articulés, hérissés d'épines sur le côté, qu'il utilisait pour capturer ses proies. Il les tirait alors vers une bouche qui ressemblait au diaphragme d'un appareil photo, bordé d'une rangée de dents assez effrayante. Le corps lui-même était allongé et effilé, et l'animal nageait grâce à toute une série de nageoires qui couvraient ses flancs jusqu'à la queue. Un deuxième exemple est l'Opabinia. L'Opabinia possédait 5 yeux au sommet de la tête. Lui aussi était un prédateur. Mais au lieu d'avoir des membres préhensils, comme l'Enomolocaris, il était équipé d'une espèce de longue trompe semblable à celle de l'éléphant. On suppose qu'il nageait en quête de terriers de vers et quand l'heure du dîner était arrivée, il enfouissait sa trompe dans les trous, agrippait les vers et les tirait vers lui. Ces deux exemples pointent donc clairement vers des créatures complètement différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui, classées par certains paléontologues dans les bizarreries de la mer Cambrienne. Voilà donc ce qu'on pourrait appeler des extraterrestres sur Terre. La mer Cambrienne était peuplée d'une foule de créatures qui se sont presque toutes éteintes. Mais nous sommes aujourd'hui les descendants de l'une d'elles, appelée Pikaia. Mais que se serait-il passé si cette espèce s'était éteinte et qu'une autre, Opabinia par exemple, avait été l'ancêtre de toutes les espèces terrestres? Nous serions très différents. Nous aurions une grande trompe sur le front et nous communiquerions d'une autre façon. Nous serions des extraterrestres. Retour vers le présent achevé. Approchons de Mars. Prêt à survoler la surface martienne. Recherche de tout signe de vie. Mars est un objectif fascinant, parce que nous avons la preuve qu'à une certaine époque, il y a eu de l'eau sous forme liquide à sa surface, c'est-à-dire l'ingrédient manquant le plus important. Et en dehors de la Terre, Mars est le seul autre endroit où nous savons qu'il y a eu de l'eau, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est pour cela que bon nombre d'entre nous concentrent leurs recherches sur Mars, dans l'espoir de trouver des preuves d'une vie disparue. Cette planète fut à un moment donné aussi complexe que la Terre, avec des saisons, de l'eau, des rivières, des lacs, et peut-être même un milieu biologique, aussi intéressant que le nôtre, bien que différent, et intéressant justement à cause de cette différence. Il est tout à fait possible que la vie ait existé sur Mars, au même moment sans doute où elle est apparue sur la Terre. Au mieux, nous pouvons peut-être espérer des martiens fossiles, c'est-à-dire des bactéries microscopiques qui ont été décrites par des scientifiques américains. Mais rien ne dit que des formes de vie ne se soient pas recroquevillées dans les roches, pour hiberner en quelque sorte. Il y a peut-être un quelconque spore qui attend le rétablissement des conditions idéales à son développement.
orbite en vue. Changement de cap pour éviter collision. Zone entre Mars et Jupiter jonchée de débris. Vestiges de la formation du système solaire. Une des façons pour une forme de vie d'aller de A en B est qu'un météorite s'écrase sur une planète, projetant des blocs de roche à une vitesse supérieure à la vitesse de libération de la gravité de cette planète. Si un météorite tombe sur une région polaire où des microbes se sont développés, ce ne seront pas des blocs de roc qui seront projetés à travers l'espace jusqu'à une autre planète comme la Terre, mais des blocs de glace. Il se peut qu'une de ces grosses boules de neige sale soit tombée sur Terre et ait fondu dans un de nos océans en y libérant les microbes. Nous avons peut-être des parents venus de l'espace, ou venons peut-être nous-mêmes de l'espace, qui sait. On a retrouvé des preuves de la vie sur Terre qui remontent à 3, voire 9 milliards d'années. La formation de la Terre n'était même pas encore terminée et la vie existait déjà. C'est assez déroutant, car cela dément l'idée que la vie aurait été le résultat de la lente maturation d'une soupe primordiale dont seraient nées les premières cellules. Et en même temps, cela donne plus de poids à l'idée que la vie aurait été apportée de l'espace par des comètes. Entrons dans le champ gravitationnel de la plus grande planète du système solaire. Jupiter est presque une étoile. Ce n'est pas le même type de planète que la Terre ou Mars. Ce n'est pas ce qu'on appelle une planète de type terrestre, avec un noyau rocheux, des montagnes et une surface solide. Si on envoyait une sonde sur Jupiter, elle disparaîtrait petit à petit dans une atmosphère de plus en plus incroyablement dense, pour finir sans doute dans une soupe, ou du moins dans un liquide. Certains ont évoqué une possibilité de vie sur les nuages de Jupiter. Mais la vie a besoin d'un support plus stable qu'un nuage, comme le prouvent ceux de l'atmosphère terrestre. Je doute donc fort de l'existence d'une vie sur les nuages de Jupiter. Approchons d'un des plus grands satellites de Jupiter, Europe. Approchons d'un des plus grands satellites de Jupiter, Europe. Europe est couverte d'une couche de glace qui ressemble beaucoup au pack que l'on trouve en Antarctique. Et on pense qu'en dessous, il y a de l'eau, une perspective particulièrement stimulante pour les biologistes. Car qui dit eau, dit peut-être un système s'y développant, susceptible d'être assimilé à ce que nous appelons la vie. À mon avis, c'est sur Europe qu'on a le plus de chances de trouver une forme de vie aujourd'hui. Si on découvre qu'elle a effectivement un océan, et les images très prometteuses de la mission Galileo le laissent à penser, la question devient alors, la vie peut-elle naître dans un océan? Eh bien, d'après nos théories actuelles sur l'origine de la vie, elle serait née dans les évents abyssaux. Il serait donc parfaitement logique que la vie ait pu naître au fond d'un océan sur Europe. Il y a des endroits sur la Terre où il y a peut-être des systèmes semblables, qui peuvent être parfois très sophistiqués. Il n'y a pas que des bactéries vivant autour de ces fumeurs noirs sous des strates océaniques très profondes. On trouve aussi de très gros vers, qui atteignent parfois 1 mètre de long pendant leur période de croissance. Ce n'est donc pas parce qu'un environnement nous semble hostile à nous que certains systèmes de vie ne peuvent pas s'y développer. La vie qui s'est développée sur Terre autour des évents abyssaux peut fournir de sérieux indices sur le développement possible de la vie dans les océans d'Europe.
Compte tenu de nos connaissances en physique, chimie et biologie, imaginer une forme de vie vraisemblable sur Europe nécessite de partir des évents abyssaux. On peut très bien imaginer des bactéries construisant un petit mur, comme un mur de briques, lequel s'élève de plus en plus haut autour de la cheminée. Et ensuite, d'autres créatures résultant de l'évolution de ces bactéries, ou des bactéries ayant un mode de fonctionnement différent, vont se nourrir des premières. Et ainsi, on aura un véritable écosystème autour de ces cheminées et des créatures qui vivent à proximité. Entamons la descente vers les mers d'Europe. Découvrons immense tours de bactéries s'élevant du sol marin sur plusieurs kilomètres de haut. À l'intérieur de ces cheminées, l'eau chaude monte, nourrissant les couches successives de bactéries. Tout autour, des bancs de poissons herbivores géants se gardent de ces bactéries. Leur bouche en forme de trompe perce les cheminées pour aspirer d'immenses quantités de bactéries. Ces herbivores marquent leur territoire et, comme les calmars sur Terre, avertissent leurs rivaux en émettant un halo lumineux. Mais des prédateurs au corps aérodynamique chassent ces herbivores. On raisonne généralement en termes de cycles saisonniers annuels. Mais il y a des endroits sur Terre où il ne pleut pas pendant 10 ans, comme les déserts d'Amérique du Sud. Et quand il pleut, il se couvre de fleurs magnifiques, qui s'ouvrent en l'espace de quelques jours. Il y a aussi des microbes qui vivent dans les rochers de l'Antarctique, capables d'emmagasiner une molécule de gaz carbonique et de ne la relâcher que 10 000 ans plus tard. Donc, en quelque sorte, une période de croissance, une génération de 10 000 ans. Puisque tout cela existe sur Terre, pourquoi cela n'existerait-il pas sur une autre planète, dans une autre partie du système solaire ou de l'univers? Continuons quête de la vie dans les coins les plus reculés de la galaxie. Signe de vie détecté dans l'atmosphère dense, planète imaginaire, Sulfuria. La vie pourrait aussi exister sur des planètes complètement différentes de la Terre. Par exemple, sur celle que j'ai baptisée Sulfuria, une planète géologiquement très proche du satellite de Jupiter Io, constituée en grande partie de soufre. Je lui ai donné une atmosphère très semblable à celle de Jupiter, une concentration très dense de gaz toxiques pour les humains.
J'ai imaginé des créatures vivantes ancrées à la surface solide de la planète, mais tirant leur énergie de la lumière solaire au-dessus des nuages. Ces créatures, qui ne sont ni des animaux ni des plantes, ressemblent beaucoup à des ballons de DCA gonflés d'un gaz qu'elles génèrent elles-mêmes, et elles sont rattachées au sol par un pédoncule géant long de plusieurs milliers de kilomètres. Par la structure, elles rappellent certaines grandes algues de l'océan Pacifique dont les feuilles photosynthétiques vont chercher la lumière vers la surface, tandis que la plante s'enracine dans l'obscurité des grands fonds. Comme toute chose vivante, même ces créatures étranges sur la planète Sulfuria ont besoin de se reproduire et de croître. Et dans le cas de ces créatures ballons, elles se frottent l'une contre l'autre en échangeant des substances génétiques. Les petits bourgeonnent sur les parents, le temps que leur pédoncule pousse et soit assez long pour toucher la surface de la planète. À ce moment, les petits s'enracinent et deviennent des individus indépendants. Voici une créature qui migre entre les couches supérieures de l'atmosphère, riche en énergie, et la surface, riche en nourriture. Le jeune ver s'accroche à la poche de gaz des créatures ballons et en extrait l'oxygène contenu dans l'enveloppe. Une fois qu'il en a stocké suffisamment, il se parachute dans l'obscurité de l'atmosphère jusqu'à la surface de la planète. Après s'être détachés de leur parachute, les jeunes vers se régalent des racines très nourrissantes des plantes ballons. Quand ils ont engraissé, les adultes entament un voyage de retour long et mouvementé, jusqu'au sommet du pédoncule où ils s'accouplent. Le ver parachute est un perpétuel migrant. C'est le cycle de la vie, la réponse à cet environnement extrême. Signe de vie détecté sur Epona. Un monde imaginaire mais plausible, créé par un groupe de 35 scientifiques et écrivains. Baptisé Projet Epona, leur écosystème est le plus élaboré qu'on ait jamais conçu. La vie sur Epona a commencé dans la mer. Une des premières formes de vie sur la terre ferme avait 5 pattes avant et 5 pattes arrière. À mesure qu'elle se développait dans les créneaux écologiques terrestres, chacune de ces pattes s'est spécialisée dans des fonctions différentes. Et aujourd'hui, nous avons une grande diversité d'animaux très intéressants et bizarres. Le principe de départ était de créer un monde en accord avec les limites connues de la science. La vie végétale sur Epona est assez différente de ce qu'on trouve sur Terre. Les arbres pagodes et autres plantes méphytiques sont capables de se défendre toutes seules jusqu'à un certain point. Si un herbivore tente de grignoter leurs feuilles, elles peuvent mettre leurs branches hors de portée. Si les feuilles des arbres pagodes ont cette forme circulaire, c'est pour absorber un maximum de gaz carbonique par la plus grande surface possible. Une des créatures que j'ai inventées s'appelle le Spring Frog.
C'est le principal prédateur sur Epona, capable d'attendre sa proie pendant des heures, le plus souvent à moitié immergé. C'est une créature extrêmement méchante, il ressemble beaucoup à notre requin. La seule chose qui l'intéresse, c'est manger. Et pour cela, pas besoin d'être intelligent. Il faut juste être silencieux. Les Otters descendent d'un poisson volant. Ils ont évolué vers un mode de vie aviaire en chassant des verslaka. Ensuite, ils se sont mis à se nourrir de charognes. Et au stade suivant, ils se sont regroupés. Car après tout, pourquoi attendre qu'un animal meure pour se nourrir alors qu'on peut manger plus vite en le tuant soi-même? Autre caractéristique, ils se dopent avec un mélange d'eau oxygénée et d'éthane, qui hyperoxygène leur sang et leur confère une résistance incroyable. Grâce à ce projet, nous avons pu montrer qu'il était possible de développer un monde fantastique incroyable et malgré tout vraisemblable. Tout est basé sur les mêmes lois physiques et chimiques que nous connaissons. Nul besoin de rejeter les théories d'Einstein pour croire à ce monde. C'est une démarche très différente de celle que bon nombre de gens ont entreprise. Planète Greenworld en vue. Greenworld est ma conception d'une planète de type terrestre. Toute forme de vie est basée sur les mêmes principes biochimiques que la vie sur Terre. Quand j'ai imaginé la vie animale sur Greenworld, j'ai commencé par remonter le temps pour étudier les stades évolutifs qui ont abouti à la vie animale d'aujourd'hui. Ainsi, si on remonte jusqu'à il y a 600 millions d'années, quand toute la faune de Greenworld vivait dans la mer, c'étaient des animaux qui se nourrissaient des fonds marins, un peu comme les étoiles de mer. Ils avaient une forme circulaire, avec une symétrie radiale. Leurs membres rayonnaient tout autour du corps. Au fil de leur évolution, quand ils sont devenus des créatures terrestres, ils ont développé ce qu'on appelle une symétrie bilatérale. Si vous imaginez une ligne médiane d'un bout à l'autre du corps, tout est placé par paires symétriques de chaque côté de cette ligne. Le tourbiron est un animal qui vit dans les arbres de Greenworld. On reconnaît ses origines dans sa forme actuelle. S'il existait des étoiles de mer et qu'on les étirait en longueur, c'est exactement la forme qu'on obtiendrait. Les organes sensoriels sont toujours sur le haut, mais ils se sont aussi déplacés vers l'avant. Ainsi, l'animal sent où il va. Il y a aussi le pod, un exemple d'animal qui a développé une symétrie bilatérale avec deux paires de membres, plus une patte avant et une patte arrière. Il se déplace en sautant sur cette patte arrière massive, devenue énorme au fil du temps pour supporter tout le poids de l'animal. Et il y a des milliers de sous-espèces de cette créature, très proches des coléoptères par la forme et l'habitat, mais tous présentent la même caractéristique. Tous ces animaux sont extrêmement intéressants en soi, mais ils font partie d'un écosystème et interagissent les uns sur les autres d'une façon ou d'une autre, exactement comme sur Terre. Transmission IMA de Greenworld. Dans la moiteur des forêts équatoriales de Greenworld, un groupe de pods fourrage dans le sous-bois. Ils cherchent des fruits tombés par terre. Les pods ont de nombreux ennemis. L'odeur portée par la brise prévient l'un d'eux du danger. Le quank à carapace est le fourmilier de Greenworld.
Interrompons transmission. Objet non identifié se rapproche. Détecteur indique structure cristalline, vivante mais non organique. Résultat analyse, machine extraterrestre intelligente. Quand on étudie les formes de vie, même sur Terre, on a tendance à chercher des caractères humains et animaux en disant « ça c'est la vie parce que ça nous ressemble, mais ça, non ». Mais quand on cherche d'éventuelles formes de vie sur d'autres planètes, on devrait être beaucoup plus ouvert. On pourrait très bien tomber sur une forme de vie mécanique. Une machine capable de communiquer avec nous et d'autres machines sur la planète. Ce pourrait être une forme de vie entièrement basée sur les machines. Il nous faut donc être beaucoup plus ouverts dans notre conception de la vie. Il n'y a pas que les humains, les machines aussi peuvent être vivantes. À mon avis, notre première rencontre avec une forme de vie extraterrestre se fera presque certainement avec une machine vivante. Prenons le cas d'une sonde traversant d'innombrables galaxies à la recherche de systèmes solaires. Dès qu'elle aurait quitté notre système solaire, elle se débrancherait. Elle voyagerait dans l'espace, et lorsqu'elle entrerait dans la force d'attraction d'une planète, elle se rebrancherait automatiquement pour interagir avec ce nouvel environnement. Dans le cas d'une sonde ou d'un vaisseau spatial qui voyage d'un système solaire à l'autre, où trouvera-t-il l'énergie nécessaire? Outre qu'il n'aura peut-être pas besoin de beaucoup d'énergie pour continuer une fois lancé, il pourrait peut-être aussi absorber l'énergie d'une comète. La machine exploite l'énergie chimique enfermée dans la roche et la glace. Il est parfaitement possible et plausible qu'ayant voyagé pendant des milliers de kilomètres, la sonde arrivant aux abords d'une nouvelle planète utilise en quelque sorte son arsenal chimique pour analyser ce nouvel environnement, ce qui est possible ou pas. De façon très simple et par elle-même, cette forme de vie informatique pourrait alors évoluer sur de nombreuses générations et finalement donner naissance à une forme de vie adaptée à cet environnement. L'évolution des machines est sans doute bien meilleure et bien plus rapide que l'évolution humaine ou animale. En une seconde, ou une fraction de temps, les machines peuvent parcourir des milliers de générations. En quelques secondes, une machine pourrait ainsi évoluer et changer complètement, aussi bien du point de vue forme qu'intelligence. De la même façon que les animaux sont adaptés à leur environnement, toute machine extraterrestre est conçue pour une tâche spécifique. Exploitation des sols, exploration et lancement des minéraux dans l'espace. Le jour où nous entrerons en contact avec une autre forme de vie, de deux choses l'une, où ils sont plus ou moins intelligents que nous. Dans le second cas, c'est une bonne nouvelle. Nous pourrons les dominer. Mais s'ils sont plus intelligents, très mauvaise nouvelle. Nous serons certainement dominés.
Si les sondes qu'on envoie dans l'espace avec les coordonnées de la Terre établissent le contact avec une forme de vie extraterrestre plus intelligente que nous, ils sauront où on se trouve. Rien ne dit qu'ils n'enverront pas un vaisseau pour s'emparer des ressources de la Terre, dont nous pourrions très bien faire partie. On peut alors envisager que les humains, dans le cas où ils soient autorisés à vivre, soient réduits en esclavage ou enfermés dans des zoos comme curiosité. C'est une perspective extrêmement inquiétante, mais c'est ce qui risque de se produire si on est confronté à une forme de vie beaucoup plus intelligente que nous. Mission accomplie. Entrée coordonnée pour retour sur Terre. Cet univers de possibilités nous ouvre de tels horizons que cela introduit un aspect tout nouveau de la biologie. Les gens se sont enthousiasmés quand on a trouvé de possibles bactéries sur Mars. Mais Mars est juste à côté. Tout là-bas, vers d'autres étoiles, nous allons découvrir des choses fantastiques que nous n'aurions jamais imaginées. Des choses qui, tout en confirmant les lois de la biologie, de la chimie et de la physique, resteront absolument magiques. Établir le contact avec une forme de vie extraterrestre intelligente, ou même non intelligente, ou presque intelligente, sera une bonne chose, car cela nous en apprendra plus sur nous et notre place dans l'univers. Si une forme de vie intelligente existe bien, il nous faudra faire face à cette réalité, apprendre à entrer en contact et à communiquer avec elle. Ce sera une étape bénéfique, même si ce n'est pas facile. Je ne crois pas une seule seconde aux petits hommes verts. Non pas au fait qu'ils soient petits ou verts, mais au fait qu'ils soient des hommes. Jamais on ne verra d'extraterrestre ressemblant à un humain au point qu'on puisse dire « c'est un petit homme vert ». Rien de la sorte ne peut se développer ailleurs. Peut-être, mais qui sait ce qu'il y a là-bas? Personnellement, j'aime bien les petits hommes verts. Au revoir, les humains.